Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro de la semaine des deux côtés de l'Atlantique. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et voir surtout les zones techniques clés à surveiller pour la semaine prochaine. Après, on passera sur l'analyse technique de mes trades court terme en toute transparence. Donc j'ai toujours le BX4, Trigano, Biomérieux, Eramet, Safran, Bureau Veritas, GTT, Alstom, Imeris, la Française des Jeux. Pernod Ricard, je me suis renforcé cette fin de semaine. On verra ce que ça donne techniquement. Et j'ai toujours Thermador, Legrand, Kering, Excel Industries et Neuron. Et pour terminer, comme d'habitude, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. L'Oréal, Jacquet Metal et Arkema. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec les statistiques économiques de la zone euro pour cette semaine qui ont été pas mal chargées et pas énormément de grosses surprises. On a commencé la semaine avec les PMI. En France, PMI manufacturiers qui sont ressortis un peu meilleurs que prévu, 49,8, un peu meilleur que le mois dernier qui était à 48,7. Je vous rappelle, au niveau des PMI, c'est les directeurs d'achat. Il y a manufacturiers et services. Quand on est au-dessus de 50, c'est une expansion de l'activité. Quand on est en dessous de 50, c'est une contraction. Malheureusement, en zone euro, ça fait un moment qu'on est en dessous des 50. Donc on peine, on coule pas, mais on n'arrive pas vraiment à repartir au-dessus des 50. La preuve avec l'Allemagne. PMI manufacturier plus faible que prévu. Ils sont ressortis pour le mois de mai à 48,3. C'était prévu 48,8 et à peu près comme le mois précédent, 48,4. Donc l'Allemagne traîne encore dans cette zone euro. Et au niveau de toute la zone euro, au niveau des PMI manufacturiers, on est ressorti à 49,4. Donc pour conclure sur ces PMI, comme je vous l'ai dit, c'est un peu maussade, c'est pas catastrophique, il va peut-être y avoir du mieux avec ces baisses de taux de la BCE. On attend de voir la suite des événements au niveau de l'activité, que ce soit manufacture ou service de la zone euro. Ensuite, on a eu l'inflation, donc l'inflation très intéressante. On n'est pas loin, on est même en dessous des 2%, qui était le target de la BCE. L'inflation globale est ressortie à 1,9%, donc déjà moins que le mois précédent qui était à 2,2%. Au niveau de l'inflation corps, c'est l'inflation quand on enlève l'alimentation et l'énergie, donc 2,3, aussi une belle baisse par rapport au mois précédent à 2,7, donc c'est plutôt de bon augure. Ça va avec l'économie qui est un peu, qui est très molle, donc d'inflation, mais c'est plutôt un point très positif. Et c'est pour ça qu'on a eu la, je crois, huitième baisse de taux de la BCE. On était à 2,25, on est passé à 2%. Et surtout, ce qui était intéressant et surtout ce qu'il fallait suivre, c'était le discours de Christine Lagarde, parce que tout le monde savait qu'on allait être à 2% cette semaine. Et dans son discours, elle a dit qu'on serait peut-être sur la fin de la baisse de ces taux au niveau de la BCE, qu'on pourrait rester à 2%. Alors combien de temps, elle n'a pas dit. De toute façon, elle va aussi suivre les stats, que ce soit les stats d'inflation et surtout PIB, etc. pour voir la zone euro. Mais à 2%, la prochaine réunion au mois de juillet, donc sûrement on va rester à 2%. Et puis elle verra après à la rentrée, peut-être septembre, pour continuer. Donc affaire à suivre.
2%. On verra ce que ça peut donner au niveau de l'économie de la zone euro. Et puis surtout, on va voir aussi avec les États-Unis, parce que là, on a un spread énorme. Ce n'est jamais arrivé au niveau des deux banques centrales, que ce soit la Fed et la BCE, d'avoir un tel écart. La Fed est, je crois, toujours à plus de 4%. Mais on verra tout de suite après avec les stats macro des États-Unis, avec une économie qui est toujours très très résiliente aux États-Unis. Donc, Jérôme Powell attend le moment de faire baisser ses taux. Et nous, la BCE, avec une économie qui est tellement faible, on a baissé les taux depuis bien longtemps. Et l'inflation est très bien maîtrisée en zone euro. Donc, on verra la suite. Et fin de semaine, on a eu aussi plutôt une bonne surprise, le PIB de la zone euro. Sur le premier trimestre, 0,6%. C'était prévu 0,3%, donc c'est vraiment une belle surprise. Et j'ai envie de dire merci à l'Italie et à l'Espagne qui ont quand même soutenu cette zone euro, parce que malheureusement, la France, l'Allemagne, les deux plus grosses nations ne tirent pas la zone euro vers le bas, mais c'est pas les bons élèves de la zone euro. Merci plutôt à l'Espagne et l'Italie, qui sont aussi des grosses nations et qui au niveau du PIB, c'est vraiment pas mal ces deux pays. En rythme annualisé, ça nous fait 1,5%. Donc on voit plutôt intéressant. On était à 1,2, c'était prévu 1,2. Voilà au niveau des stats de la zone euro. Pour conclure, pas vraiment d'énormes surprises. Peut-être la bonne surprise quand même au niveau du PIB de la zone euro. L'inflation, on savait qu'elle était maîtrisée et pour le moment ça continue. La BCE, à part ce discours de Christine Lagarde qui dit qu'on va peut-être arrêter la baisse des taux pour le moment, on va attendre la suite. Et au niveau des PMI, c'est toujours la même chose, plutôt maussade au niveau de la France et de l'Allemagne. Allez, on traverse l'Atlantique pour aller voir les statistiques économiques des États-Unis de cette semaine. On a eu aussi les PMI composites de S&P Global. Donc là, ça regroupe les PMI manufacturiers et les PMI services. Donc vraiment un bon chiffre, 53. On voit qu'on est toujours sur une expansion de l'activité, que c'est mieux que prévu et que c'est mieux que le mois précédent où ils étaient à 50,6. Ensuite, on a eu les créations d'emplois non agricoles d'ADP qui ont un peu fait peur quand même, parce qu'elles sont ressorties très très faibles. 37 000, c'était prévu 111 000 et le mois précédent était à 60 000. Donc ça a un peu fait peur au marché. Mais fin de semaine, c'était surtout ADP, c'est plutôt des sondages sur la fin de semaine, c'est le ministère du Travail américain qui délivre ces chiffres au niveau du taux de chômage, salaire horaire moyen, etc. Donc ça a plutôt rassuré cette fin de semaine. Inscription hebdomadaire au chômage, comme tous les jeudis, rien d'exceptionnel. Un petit peu plus que prévu, mais on n'est pas encore sur des chiffres alarmants. Salaire horaire moyen, comme je vous l'ai dit, par le ministère du Travail, un petit peu plus aussi. Donc c'est quand même inflationniste, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de vraiment élevé, 0,4%. On voit quand même que ça augmente par rapport au mois précédent qui était à 0,2%. Donc c'est inflationniste. Il faudra suivre. De toute façon, on sait très bien ce qu'il faut suivre aux États-Unis. C'est toutes les stats concernant l'emploi et c'est l'inflation. C'est les deux choses primordiales à suivre de très près. Donc on verra au niveau de l'emploi, plutôt rassuré cette semaine. Le taux de chômage toujours à 4,2. Donc c'est vraiment un emploi très très sain. On est encore très loin d'une récession quand on voit les chiffres qu'on a devant les yeux. Maintenant, on verra, stagflation, si l'économie ralentit et que l'inflation repart un peu à la hausse. Mais pour le moment, on a aucun signe de vrai ralentissement. Il y a des petits signaux, mais plutôt faibles. Je vous ai pas tout mis, mais il y a eu des PMI, des ISM manufacturiers, etc., plus faibles que prévu. On verra. Pour le moment, pour moi, il n'y a vraiment aucun signe de récession à venir proche. On verra aussi cet impact des tarifs douaniers. Pour le moment, on ne voit pas trop ce que ça a donné, ces tarifs douaniers. Alors, je pense que les entreprises ont vraiment stocké avant cette annonce avec la Chine, que
On verra aussi la balance commerciale des États-Unis qui va sûrement être, ça va être carrément l'inverse sur le mois prochain par rapport avant avec ces tarifs. On est toujours dans la guerre commerciale, on sait même plus où est-ce qu'on en est. Ça repousse de 90 jours. Les autres pays, personnellement, je sais même plus. La Chine négocie avec les États-Unis, l'Europe. Je crois qu'on est jusqu'à fin juillet avec, ou peut-être même au mois d'août, je sais plus les 90 jours. Voilà, donc ça change assez rapidement. Et puis il y a eu cette fin de semaine un peu la tension à la Netflix entre la brouille entre Donald Trump et Elon Musk. Alors bon, c'est pour moi, bon, c'est un peu les deux poids lourds des États-Unis, hein. Donc c'est un peu, voilà, c'est pour entre guillemets les caméras, ça s'embrouille, mais je pense que ça va pas faire grand-chose. L'intérêt d'en parler, c'est pour surtout moi, comment réagit le marché. On a vu par exemple que Tesla, jeudi, je crois, a perdu 14% suite à toute cette embrouille de Trump et Musk avec Trump qui disait qu'il allait arrêter les subventions américaines pour les entreprises d'Elon Musk. Musk est accusé de Trump avec l'affaire Epstein, etc. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais je pense pas que ça aille très, très loin toutes ces histoires. Mais voilà, c'est un peu les États-Unis et entre guillemets le cinéma. On verra bien s'il y a un impact dans les prochains jours, prochaines semaines sur cette brouille, ou si dimanche ils vont aller faire une partie de golf tous les deux. Voilà pour conclure sur les stats américaines. Pour le moment très solide. Je pense que ça a plutôt rassuré les marchés. Surtout qu'au final, avec ces 139 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole, c'est entre guillemets presque le chiffre parfait parce que on aurait été par exemple à 200 000, ça aurait fait très peur au marché parce que Jérôme Powell allait pas baisser les taux directeurs de sitôt. On aurait été à 50 000, et là ça aurait fait très peur au marché parce que ça aurait été signal peut-être d'une récession à venir et d'un ralentissement économique très sévère. Donc là, plutôt des très bons chiffres. On suivra dans les prochaines semaines les prochaines statistiques. Allez, on va passer maintenant rapidement au petit graphique que j'aime bien vous faire suivre parce que bien évidemment, ça peut avoir un impact sur le marché action. On va commencer avec le rendement des obligations du 10 ans français. Ça ne bouge plus trop depuis quelques semaines. La semaine dernière, quand même, une baisse de -3. Là, cette semaine, on va peut-être faire +3. Voilà, on est sur des zones, pour moi, je suis en hebdomadaire, on est sur des zones mitigées. Alors, parce qu'entre guillemets, on est gentil parce qu'on est sur des zones mitigées qui datent de 2011. Hein. Voilà, si on dézoome un peu quand même, pour voir qu'en 2015, etc., on était vers les 1%. Là, on est aux alentours des 3,25. C'est extrêmement élevé parce qu'on a vu qu'au niveau de la BCE, on est à 2% et les taux restent très élevés. De toute façon, on sait très bien que le gros problème de la France, c'est le déficit public, la dette publique, etc. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir. Les agences de notation n'osent même plus nous dégrader parce qu'ils savent que s'ils nous dégradent, ça sera la catastrophe. La politique française, j'ai presque envie de leur dire bonne chance parce que je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire parce que plus ça va aller dans le temps, moins ça va être possible de faire des choses, je pense, au niveau des réformes, etc. J'ai envie de dire que c'est presque trop tard. On verra bien, on suivra ça. Ils essayent de tempérer, mais au bout d'un moment, il va bien falloir. Hein, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on nous dit que ça va baisser, mais au final, ça continue d'augmenter. Et ça fait des mois, voire des années que ça dure. Donc on verra bien si les rendements des obligations du 10 ans explosent à la hausse et cassent les 3,60, ça sera catastrophique. Si on explose à la baisse, ça sera meilleur. Mais si on explose à la baisse, ça veut dire qu'on aura un vrai ralentissement économique et peut-être une grosse récession à venir en France. Donc affaire à suivre. Au niveau de l'Allemagne, c'est pareil, ça ne bouge plus trop. On est plutôt sur un range en dessous des 3 et vers les 2%. Le spread avec la France doit être toujours le même.
Au niveau du 10 ans américain, c'est pareil, on navigue depuis 3 semaines aux alentours des 4,50. Pour moi, 4,50, bon bah c'est élevé vu aussi la dette américaine, etc. Mais voilà, c'est pareil, si on vient rapidement vers les 5%, bon bah ça sera pas bon. Et si on vient rapidement vers les 3,62, ça sera pas bon. Parce que le marché pricera peut-être aussi une récession à venir aux États-Unis. Donc, forte baisse des rendements obligataires américaines. Donc on verra, pour le moment rien à signaler de particulier, on a vu de toute façon les stats qui ont été plutôt bonnes, donc au niveau du 10 ans on reste vers les 4,50 depuis 3 semaines, on verra la suite. Au niveau par contre du pétrole, on en avait parlé avec la réunion de l'OPEP. Je vous avais dit peut-être que si l'OPEP plus ouvre les vannes, etc., ça pourrait faire chuter le pétrole. Et on voit que le pétrole se reprend parce que aussi l'économie américaine qu'on a vu qui tient bien le choc, donc ça soutient un peu le pétrole. Je vous ai pas dit aussi, mais on aura une stat, je crois, dimanche sur l'inflation en Chine. Il faudra regarder de voir s'il y a une grosse surprise suite aux prévisions, parce que ça pourrait aussi faire bouger les marchés. Au niveau du pétrole, on a une sorte d'épaule tête-épaule. Allez, rapidement, je vais vous la montrer. On a l'épaule gauche, la tête à peu près comme ça, même si la tête est pas très, on va dire, profonde. Et là, on est en train de peut-être casser la ligne de cou de l'épaule tête-épaule, même si j'aurais préféré une tête un peu plus comme ça. Mais bon, je pense que c'est une figure un peu de retournement, où on peut voir aussi sinon une sorte de range. C'est à peu près la même chose. Donc au niveau du pétrole, on est toujours dans ce canal baissier. On est sur des zones pour moi plutôt faibles, 66 dollars le pétrole. Voilà, qu'on vient des 100 dollars il y a quelques mois. On est pour moi entre 60, on va dire 66 et 76. Pas d'inquiétude. Si on casse ce canal baissier, qu'on casse les 76, attention. Et si on casse à la baisse les 60, aussi attention. Ça veut dire peut-être que le marché price aussi un fort ralentissement économique. Pour le moment, ça revient au-dessus des 66. Rien à signaler de particulier. Et on va finir avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, on avait vu les zones et pour le moment, les zones sont plutôt bien respectées. On avait vu la résistance à 1,150 qui est pour le moment, on voit une résistance parce que cette semaine met short et la semaine du 21 avril met short aussi. Et le support à 1,119. Et belle zone de polarité avec un beau rebond la semaine du 19 mai. Donc voilà, on vivote. Là, c'est pareil. Si on a un euro qui vraiment part violemment à la hausse, ça sera quand même un peu négatif pour la zone euro. Et à contrario, si on a un euro qui part violemment à la baisse, ça voudrait dire que l'économie européenne sera fortement dégradée. Donc c'est pareil, l'euro tant qu'il navigue, on va dire comme ça, même si on revient ici, voilà, c'est plutôt pas d'affolement au niveau de ces deux monnaies. Voilà, on verra la suite. On verra déjà comment ça va se finir ces histoires de tarifs douaniers parce que comme je vous l'ai dit, on ne sait pas trop où qu'on en est et comment ça va se finir peut-être cet été, peut-être qu'il va repousser, peut-être ça va durer 1 an, 2 ans ces histoires de tarifs douaniers et ça pourra avoir bien évidemment un impact sur les monnaies. On passe maintenant à l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40 en commençant par l'hebdomadaire pour voir que cette semaine, plutôt pas mal. Une bougie verte, on fait plus 0,68, donc c'est positif. On voit que par contre, on ne bouge plus trop depuis un mois. Hein. On voit que les zones sont plutôt bien respectées qu'on avait vu. Support 7730, résistance 7900 et ça fait depuis un mois qu'on ne bouge pas trop. Il n'y a pas énorme volatilité. Et on voit qu'il n'y a plus de directionnel, qu'on est un peu calé sur ces zones. Alors, le point positif, c'est qu'après cette belle hausse quand même des 6800 jusqu'à 7009, il n'y a pas non plus d'affolement pour des grosses prises de bénéfices où on serait revenu par ici, on reste là. Donc voilà, même si on remet les retracements de Fibo, on est très loin des 38,2. Hein. 38,2 de la hausse, ça nous ferait revenir à 7005.
Et même si on revenait à 7005, ça ne serait pas catastrophique. Et là, le CAC est assez fort parce que il ne retrace même pas de cette énorme hausse. Donc c'est plutôt positif. Et pour les personnes qui diraient que le CAC n'a plus de force pour aller plus haut, c'est vrai aussi. Mais peut-être qu'il attend un autre catalyseur ou son copain, les indices américains. Donc au niveau de l'hebdo, rien à signaler. On voit que les moyennes mobiles sont presque tout au même endroit. Donc il n'y a plus vraiment de directionnel clair. On est plutôt flat depuis on est ici fin avril, depuis un mois, on ne bouge plus sur le CAC 40. Rapidement en journalier pour voir les zones de plus près. On est pour moi dans une sorte de petit canal baissier, mais c'est très léger. Il y a eu une journée entre guillemets de frayeur, c'était le 23 mai. Après, on avait rebondi. Mais on était revenu lundi. On a commencé la semaine sur des niveaux des 7730. On avait vu le gap haussier du 9 mai. Je ne l'avais pas enlevé parce que si on se met en ligne de clôture, on est au-dessus. À chaque fois qu'on rentre dedans, on était rentré le 23 mai, ça a payé pour ressortir au-dessus des 7730. Le 2 juin, pareil, ça a payé pour revenir au-dessus des 7730. Et le mardi 3 juin, pareil, mèche basse. Et pour le moment, on rebondit. Par contre, on est vraiment sur une zone de prix très claire. 7800 aussi qu'on a vu. Et ça fait 3 jours qu'on y est dessus. Mèche short, mèche basse. On ne bouge plus. On est à 7008. J'ai mis une sorte de petite oblique baissière sur cette zone parce que pour le moment, elle est assez cohérente. Pour moi, au niveau du CAC 40, c'est si on a le début de semaine prochaine une clôture au-dessus des... on va dire 7850, parce qu'on va faire comme ça. On va faire comme ça les deux zones. 7850, je pense que ça nous ouvrirait la voie pour aller déjà chercher là-haut. On a toujours ce gap qu'on n'a même pas été encore testé, mais ça nous ouvrirait la voie vers l'ancienne résistance du 20 mai, les 7930, si on clôturait vers une journée au-dessus des 7850, et on pourrait très bien après avoir un scénario un peu comme ça. On pourra encore zigzaguer durant des semaines, voire des mois. En plus, on va arriver après l'été. Ça pourrait vivoter comme ça durant des semaines. On verra. Donc, pour conclure sur le CAC, en journalier, on voit que le point positif, on est au-dessus de la petite moyenne mobile 10, donc c'est plutôt positif. Elle est un peu en soutien, qu'elle est repassée haussière. Au niveau des autres moyennes mobiles, on a la 20 qui est un peu en résistance dynamique, on est bloqué entre ces deux petites moyennes mobiles. Après, on a bien évidemment la 200 haussière, la 50 qui est toujours baissière, qui va croiser avec la 200, donc c'est pas top, mais les cours sont au-dessus, donc on va pas en tenir compte pour le moment. Le RSI très neutre comme les cours, donc première résistance 7850, le passage de l'oblique baissière pour aller chercher les 7930 et le support, toujours celui-là à 7730 avec le gap haussier qui est toujours ouvert en clôture. Donc avant de passer à l'analyse technique de mes trades court terme toujours en portefeuille, petit point sur la performance de cette semaine, donc moins bonne que le CAC 40 avec une perte quand même positive de 0,15%, mais un écart avec le CAC 40 d'environ moins 0,53%. Donc le BX4 bien évidemment pèse sur la performance quand le CAC se retrouve sur une semaine positive, mais je continue d'accumuler sur mes positions à court terme que je trouve intéressantes, voire même je reprends sur d'autres sociétés tant que j'ai pas de signaux vraiment de retournement des marchés, mais je garde quand même le BX4 au cas où, mais ça rogne sur ma performance pour le moment. Allez, on va passer maintenant au suivi technique de mes trades court terme en commençant par le BX4. Donc on en a parlé du CAC 40. Voilà, on n'a plus trop de directionnel depuis quelques jours. Ça ne bouge plus trop. Ma stratégie, vous la connaissez sur le BX4, c'est plutôt pour couvrir toutes mes positions court terme que je continue d'accumuler ou même de rentrer d'autres sociétés dans le portefeuille tant que j'ai pas de signaux de forte faiblesse sur les marchés. J'accompagne, mais je garde quand même le BX4
au cas où, parce qu'avec notre ami Trump, ça peut aller très vite dans l'autre sens, on le sait. Ma moins-value attente commence à être importante, moins 15%. Mais bon, si j'arrive à faire des bonnes performances sur les autres actions, et ben on essaiera de sortir au mieux au niveau de ce BX4. Donc les zones, c'est les mêmes que le CAC. Si le BX4 commence à aller combler ce gap, soit le gap haussier sur le CAC et commence à construire, pourquoi pas prendre une position pour faire baisser mon PRU. A contrario, si on commence à aller faire peut-être des nouveaux records sur le CAC 40, donc le BX4 par ici vers les 0,69, et pourquoi pas aussi faire vraiment baisser mon PRU, parce que je vois pas pourquoi le CAC irait faire des nouveaux records. Alors bien évidemment, peut-être qu'il va y avoir des très bonnes nouvelles à venir dans les prochains jours, prochaines semaines, mais voilà, on verra. Donc pour les personnes intéressées, évidemment, il y a la stratégie, pareil, mais là on est un peu au milieu. Faudrait que le CAC remonte encore un peu, pour les personnes vraiment court terme sur une position short, voilà à peu près. Là on est à peu près de toute façon au milieu du gué et pas vraiment de tendance court terme. Donc on verra bien et on refera un point le week-end prochain. Moi je ne touche à rien concernant le BX4. On continue avec Trigano. Donc Trigano, très belle semaine. Très belle semaine. On est presque revenu à mon PRU. 137,70 €. Trigano quand même, je la traîne depuis le 8 avril 2024, ça fait plus d'un an. Je me suis laissé importer par une première vague de baisse. J'ai réussi à en reprendre ici. On était revenu ici, j'en avais repris. Sauf que là, je me suis laissé aussi embarquer sur une deuxième vague de baisse. Elle est assez volatile et quand ça baisse, ça ne rigole pas trop sur Trigano. Et là, on a fait une figure en V, quoi. On a fait forte baisse, forte hausse et on est revenu un peu au point de départ du début d'année, là, du février 2025. On verra bien la suite. Ce qui est plutôt intéressant sur Trigano, c'est que on a fait la forte hausse et là, on a fait une belle construction, une belle congestion à plat. On avait vu les zones résistance 133, support 126 et on a cassé par le haut. Donc c'est plutôt positif. Moi, dans ma stratégie, je ne touche à rien. J'attends de voir. On a une petite zone ici de résistance. Mon objectif, ça serait d'aller combler ce gap à 153,60 €. Je suis pas mal exposé sur Trigano. Pour les personnes intéressées, alors bien évidemment, vous pouvez tenter comme ça. Attention, on a une petite zone ici de résistance où vous pouvez être avec un stop un peu plus court, aller là-haut. Ou sinon, on peut aussi construire une sorte de figure, peut-être comme ça à venir, hein, avec une sorte de peut-être support. On n'en sait rien, on verra bien. De toute façon, on fera un point le week-end prochain et sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Si dans la semaine, j'encaisse des gains, si je me renforce, etc., je vous partage tout au niveau de Twitter. Très bien orienté au niveau des moyennes mobiles, 10, 20. Il nous manque le croisement à la hausse de la 50 avec la 200. On verra bien. Le RSI commence un peu à ralentir. On a sur une sorte de divergence. On voit ici les sommets par rapport aux autres, une petite, hein. Et on voit là que le RSI est un peu faiblard. Après, il y a aussi le détachement du dividende qui est au milieu de tout ça. J'en prends pas trop rigueur de ce RSI parce qu'on était vraiment en zone de surachat. Et puis, on a bien travaillé quand même la zone. Là, c'est une construction plutôt saine. Voilà, le RSI, il est même en train de repartir en zone de surachat. Et puis, il y a le gap du dividende. Donc, rien à signaler de particulier. Et on verra la semaine prochaine ce qu'elle va nous faire Trigano. On continue avec Biomérieux. Donc, Biomérieux, vraiment top. On a enfin passé avec un peu, avec de la force, cette zone de résistance des 120 €. Pareil, Biomérieux, je la traîne depuis le 8 janvier 2024. Mais par contre, Biomérieux, c'est une très belle, pour le moment, un très beau trade. Très beau trade, 3 positions. Mon PRU à 103,30 €. On est sur des performances d'environ 15-16%. On accompagne tant qu'on peut. On verra bien comment je vais me sortir de ce trade. C'est la construction aussi vraiment top, hein. Forte hausse, long range. Là, on s'est fait peur le 7 avril. Et puis après, en fait, on était toujours dans le range, mais j'avais ce support oblique haussier.
et on voyait qu'on allait plus vite sur la résistance des 120 et qu'on revenait plus sur le bas du range vers les 111. Et là, on a enfin cassé cette résistance des 120. Donc, ça va être à suivre la semaine prochaine. Attention, il y aura un petit gap de dividende lundi parce qu'il va y avoir le détachement du dividende. Mais maintenant, il faut vraiment aller sur la prochaine zone des 126. Alors, il y a la stratégie. Faut attendre le lendemain du gap, etc., voir ce qui se passe. Mais voilà, une stratégie, suivre ce support et puis aller là-haut. Un risque-récompense d'1,47. Moi, je vais regarder ce qui va se passer. Pourquoi pas après, si on se met en hebdo. Voilà, 126, c'est à peu près des zones de 2021. Et on pourrait très bien aller à 140 dans les prochaines semaines, prochains mois sur Biomérieux. On accompagne tranquillement. La première zone qui me ferait réfléchir avant, ça serait de revenir là-dedans et de casser un peu cette belle tendance haussière. C'est-à-dire casser les 118. On pourrait revenir par ici pour se relancer, mais si on casse, en fait, si on casse cette belle bougie de jeudi au niveau des volumes, non, rien d'extraordinaire, mais voilà, 118, peut-être encaissé parce que j'aimerais pas que Biomérieux après revienne encore à 111. Alors bien évidemment, si elle revient à 111, elle pourrait revenir à 120, mais si on casse et qu'elle revient à 111, je pense que je vendrai vers 118 et si elle revient à 111, voir si on peut pas encore faire un trade et encore poursuivre ce range, pourquoi pas. Donc affaire à suivre sur Biomérieux, les moyennes mobiles très bien orientées, 10, 20, 50, 200, RSI, il y a encore de la place. Donc on va espérer que la semaine prochaine, elle va poursuivre sa hausse. On continue avec Eramet. Donc Eramet, elle ne bouge plus trop, même plus du tout cette semaine. Vous voyez, c'est tout petit corps de bougie, contrairement aux autres jours où il y avait un peu de volatilité sur Eramet. Là, ça fait une semaine qu'elle n'a pas bougé. Voilà, on est sur le support des 49. On est sur une belle zone pour les personnes qui voudraient tenter un trade plutôt court terme. Assez simple, vous pouvez mettre un stop très très serré, même s'il faut faire attention à la volatilité, mais voilà, ça c'est tout à fait acceptable comme trade, mais attention parce que on a vu Biomérieux où on tapait plus la résistance, là on a un peu de faiblesse. Alors il y a le gap du dividende qui nous fait un peu tirer vers le bas, mais on voit qu'avant le gap, on n'avait pas été à 53. On va voir. Voilà, de toute façon, les deux zones sur Eramet, 48 euros le support, 53 la résistance. Moi, mon PRU est bien plus haut à 62. Ma stratégie, vous la savez, c'est plutôt pour jouer le cycle économique. C'est une minière. Donc voilà, on voit, c'est très, très cyclique, etc. On est à 49. On va voir aussi ce qui va se passer durant les prochains jours, prochaines semaines sur les stats éco, etc. On voit que le RSI plutôt très neutre et on est bloqué entre 49 et 53. On continue avec Safran. Safran, elle est très très belle. Elle est très très belle. On a fait encore un nouveau record cette semaine. On avait la résistance à 260. On a 265. Voilà, elle est très très belle. Safran aussi, pour le moment, très beau trade. Commencé le 13 décembre. Repris le 4 avril. Dommage que j'en ai pas repris le 7. Bravo s'il y a des personnes qui ont pris à 192. Une très très belle zone. Support oblique aussi, très très belle zone. Il fallait encore bien évidemment payer quand on était le 7 avril sur cette zone. Mais on est sur une très très belle performance, presque 40% sur une société comme Safran. Ce n'est quand même pas rien. Moyenne mobile très bien orientée, 10, 20, 50, 200, il n'y a rien à dire. Le RSI flirte avec la zone de surachat. On peut encore aller plus haut, bien évidemment, sur Safran. Ma stratégie, c'est d'accompagner. C'est d'accompagner. Premier signal de faiblesse peut-être, clôture journalière en dessous de la moyenne mobile 20, qui me ferait peut-être réfléchir à encaisser, parce que ma stratégie sur Safran, c'est court terme, pour essayer d'encaisser mes gains. Pour les personnes, je sais que Safran, c'est une très belle entreprise, ça, c'est sûr, même fondamentalement, etc. Voilà, si vous êtes dessus pour du très long terme, il n'y a rien à faire. Il faut attendre un retour peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, vers cet oblique. Vers déjà la moyenne mobile 200 journalière, ça veut dire par ici, peut-être qu'il y reviendra cette année, on verra, on suivra ça ensemble. Ceux qui sont dans le train comme moi, bravo, et puis on accompagne jusqu'où on pourra l'accompagner.
On continue avec Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas, j'ai failli encaisser vendredi, mais voilà, j'ai attendu, j'ai suivi un peu le plan. Mon plan, c'est on est en phase de range. C'est pareil. Maintenant, on a eu une belle hausse. On est en phase de range. Donc, est-ce que ça va être un range d'accumulation? Si c'est un range d'accumulation, ça veut dire qu'on va casser les 30-38 pour aller vers les 31. Si c'est un range de distribution, bon ben, on va casser pour aller sûrement vers la moyenne mobile 200 par ici, vers les 29-30. Donc j'attends, si on casse, là, ça a payé à la fin de journée, vendredi. On sauve aussi la moyenne mobile 20, mais je vous dis, j'aurais encaissé, c'est si on aurait été, si on avait clôturé au plus bas par ici, je pense que j'aurais pris mes 4%. C'est toujours bon à prendre 4%, et surtout, voilà, pour moi, on n'est pas loin quand même du haut. On voit aussi que c'est pas très, c'est pas Safran qu'on s'est fait peur le 7, qu'on a bien remonté. J'avais commencé ici, j'en avais repris par ici, mais ça peut vivoter. C'est pas le même contexte, etc. Et on pourrait retourner rapidement vers les 27. Donc, il faut quand même être prudent. Pour les personnes intéressées, bien évidemment, il y a la stratégie du range. Problème, c'est que le range est très, il n'y a pas grand-chose. Hein. Si on vous mettez là, problème, on peut encore. C'est vraiment un petit range d'accumulation très court terme. Ou payer vraiment sur le bas. Voilà. Comme ça, voilà, c'est un stop très serré et se dire peut-être qu'on va vraiment casser le range et qu'on va aller à 31. Ça fait presque un risque de 2 avec des petits pourcentages, bien évidemment. On verra bien. Pour le moment, j'observe ce range, voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Si je vends, je vous partage sur Twitter et on refera un point le week-end prochain. Le RSI, on voit qu'il commence un peu à se dégonfler aussi. Premier signal, un peu de faiblesse sur le RSI. On a cassé la petite moyenne mobile 7 sur le RSI. Et on voit qu'il commence. On verra la semaine prochaine. Ça va peut-être être ma dernière semaine sur Bureau Veritas. Donc, affaire à suivre. On continue avec GTT. Bon GTT est très belle, très belle. C'est un peu comme Safran, c'est une ligne droite. GTT par contre, j'avais pas pris renforcer le 4, j'avais renforcé le 7. Donc un très bon PRU, hein. 131, 28% de gain pour le moment latent. Voilà, moyenne mobile 10, 20, 50, 200. Bravo aussi aux personnes qui sont dans le train de GTT. On est sur des nouveaux records. Pour le moment, il n'y a pas vraiment des prises de bénéfices, donc on accompagne. Il n'y a vraiment pas non plus de respiration, c'est très compliqué pour rentrer sur GTT. Hein. La dernière fois que c'était entre guillemets possible techniquement, c'était au passage ici. Il y a peut-être des personnes qui ont réussi à prendre à 148, mais depuis, il n'y a pas de respiration, c'est compliqué de prendre dans cette hausse. Mais voilà, on verra. La zone de support, c'est 160. Pareil. Soit je suis on va dire très court terme, ça veut dire une bougie qui clôture en dessous de la moyenne mobile 10, je me dis j'encaisse. Ça veut dire on encaisse 25%, c'est toujours bon. Après, elle peut bien repartir. Soit je me laisse un peu de marge, je me dis 100, 160, moyenne mobile 20. Alors bien évidemment, elle peut aussi casser, au lieu d'avoir 25, j'aurai 21. Voilà, ça va être à réfléchir. On est quand même en zone de surachat depuis le 16 mai. Hein. Ça fait quand même un moment. Elle est très soutenue, elle est très recherchée, elle est très belle. On accompagne tranquillement. Et pour les personnes intéressées qui ont loupé le train, attendre peut-être un retour à 160, voire plus bas. Et on la garde de côté parce qu'elle est très belle. On continue avec Alstom. Alstom, ça navigue. On ne sait plus trop. Voilà, je vous en parle. J'en avais repris la forte baisse. Je pensais qu'elle allait un peu plus rebondir, au moins retourner vers ce gap. On a été pas très loin 30 mai. Ça repart à la baisse. On n'a pas de directionnel. On a les moyennes mobiles tout au même endroit. Donc, quand je vois pas vraiment de choses à faire, je ne fais rien. Voilà, c'est pas trop négatif, mais c'est pas non plus très positif. On n'a vraiment plus de directionnel sur Alstom. Est-ce qu'on est en train de faire ça, repartir pour faire ça? Est-ce qu'on va casser? Je n'en sais rien. Je suis pas très loin de mon PRU quand même. Je suis à peu près à 10%. La première zone vraiment de support est à 18,47. On verra. Les moyennes mobiles sont maintenant toutes baissières 10, 20. La 20 et la 50 sont baissières, mais les cours sont
en dessous de toutes les moyennes mobiles, donc c'est pas top. Pour les personnes intéressées par le dossier, et ben avoir 18,47, il y aurait peut-être des choses à faire, mais bon, pour le moment, c'est pas top, hein. On pourrait faire ça. Après, il y a toujours la moyenne mobile. Peut-être se mettre en range comme ça, avec un peu le gap, et travailler un peu la zone pour repartir par le haut. Mais voilà, techniquement, c'est pas très très clair là. Ce qui s'est passé sur Alstom, on a eu une forte baisse, une hausse, les résultats très mal accueillis. Donc on a quand même trouvé un point de technique, de polarité, hein, très belle à 18,47. Pour le moment, ça tient. Il n'y a pas non plus d'acheteurs qui se sont vraiment présentés. Les volumes, on a quoi? Très peu de volume, donc très peu d'intérêt pour le moment pour Alstom. Moi, je suis dans le train, je laisse faire pour y voir plus clair. On continue avec Imerys. Bon, Imerys, c'est un peu la même chose qu'Alstom. On est à peu près sous les moyennes mobiles. On a notre zone de support très claire à 27,96. On n'arrive pas à passer au-dessus des moyennes mobiles parce qu'elles sont toutes au même endroit à 29,42. Mais contrairement à Alstom, pour moi, Imerys, j'ai qu'une petite position. Ce que j'attends, c'est peut-être en reprendre. Alors, si on passait les 29,42, pourquoi pas? Parce qu'on aurait une sorte un peu de tout petit double creux là, à peu près, et casser par là, ça nous ferait peut-être aller jusque là. Si j'arrive à en prendre par ici, mon PRU baissera vers les 31,64, et puis on verra ce qui va se passer si on arrive dans ce gap baissier qui a une belle zone de résistance. On voit cette méchotte, et depuis on avait baissé. Voilà, on vivote, on sait pas trop où aller aussi au niveau d'Imerys. Il y a eu le petit gap de dividendes, mais bon, rien de... Voilà, si on gomme le gap, ça revient à peu près au même. On est dans cette phase. Donc, on verra, on suit. S'il y a des choses intéressantes, je me renforcerai et je vous en parlerai. Pour les personnes intéressées, il y a premier stop, première zone de support ici, pour aller chercher quoi là-haut. Mais le problème, on a la zone ici. Donc, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs que de chercher à faire quelque chose sur Imerys si on n'est pas déjà dedans. On a peut-être une sorte de canal là. Ouais, bof, non, il est même pas très clair ce canal. Donc il n'y a rien vraiment de très clair techniquement sur Imerys en ce moment. Donc on verra ce qui se passera et on fera un point le week-end prochain. On passe à Française des Jeux. Donc Française des Jeux, c'est plutôt pas mal. C'est pareil, je pense peut-être que je vais encaisser. On est sur une phase de congestion. Si on gomme le gap de dividende qui est assez, voilà. Moi, je garde ces graphiques comme ça, surtout pour l'ensemble, parce que pour moi, je pense que j'estime que le gap de dividende fait partie de la vie de l'action, mais quand on est vraiment pile dans la semaine où pour voir un peu plus la dynamique, et surtout sur des sociétés qui versent des gros dividendes comme la Française des Jeux, et si on gomme, on voit déjà que c'est plus intéressant comme ça, qu'on est sur la phase en fait de sorte de pullback, parce que Française des Jeux, c'est pareil, c'est un peu plus construit que GTT, mais c'est monté assez vite, hein. Là, il y a eu une petite phase, et là, peut-être une phase pour une reprise d'un courant acheteur. On verra, je reste attentif sur la Française des Jeux. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Peut-être aussi encaisser, ça me ferait encaisser 7% plus le rendement sur dividende qui est assez élevé. Donc ça ferait aussi un très bon trade qui avait été pris le 25 mars. Donc on verra, hein. Voilà ma stratégie aussi. Il y a des personnes qui me demandent pourquoi tu gardes pas pour le long terme, parce que bon dividende, etc. C'est pas ma stratégie du départ, donc je vais pas garder pour le très long terme, surtout que pour mon cahier des charges, Française des Jeux m'intéresse pas vraiment, même pour le long terme. On se met en hebdo, il n'y a pas vraiment de directionnel, le rendement sur dividende est intéressant, le métier est intéressant, mais pour avoir vraiment mon avis sur Française des Jeux, je me dis que dans 10 ans pour le long terme, je pense qu'elle sera toujours là, mais comment elle va gagner entre guillemets des parts de marché pour évoluer, etc. Donc à part des rachats, etc. Je vois pas. Donc bien évidemment, ça peut convenir très fortement à un portefeuille long terme à dividende, ça je vous l'accorde, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, pour du swing, quand on voit là en hebdo les swings qu'elle fait, là ça m'intéresse vraiment. Forte baisse,
forte hausse, forte baisse, essayer de prendre, et c'est un peu ce qui se passe. Alors est-ce qu'elle va aller à 36, est-ce que je vendrai avant, etc. Je n'en sais rien, mais je veux juste faire des gains sur la Française des Jeux. Personne intéressé, on est sur la phase de congestion. Alors si ça repart à la hausse, bah peut-être reprendre pour raccompagner encore et aller peut-être à 34,60. Affaire à suivre. On continue avec Pernod Ricard. Bon bah Pernod Ricard, semaine décevante parce que Pernod Ricard, je l'ai observé cette semaine parce que je voulais en reprendre. J'avais fortement aimé cette bougie du 4 juin, mercredi dernier, clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. On avait passé marginalement un peu ce canal baissier. Donc je me suis dit, si on a un petit pullback le lendemain, donc jeudi, pourquoi pas en reprendre. Donc le jeudi, ça commence avec une petite baisse. Je crois que j'en ai racheté à 91 euros, je crois 50. Donc je me suis entre guillemets peut-être précipité. J'aime bien attendre la fin de journée pour faire mes achats. Sauf que Pernod Ricard, c'était plutôt début de journée. Et fin de journée, ça a vraiment fortement baissé. On a fait un contre-pied. On a même fait une englobante sur la bougie de la veille, avec pas des volumes en plus extraordinaires à la baisse, donc c'est pas top. C'est suite à un concurrent, une entreprise aussi de spiritueux qui a délivré des perspectives revues vraiment à la baisse. Donc bien évidemment le Pernod Ricard, suite à ces annonces d'une autre entreprise de spiritueux qui a revoyé sa copie, fortement chuté. Voilà, je suis toujours dans le train, c'est négatif, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles 10, 20, 50, qui a en plus la 20 croisée à la baisse, la 50, la 200 elle est très basse. Donc maintenant j'ai deux positions, mon PRU à 94,78. Donc on va voir, ma moins-value latente est de 7%. On est maintenant arrivé sur une zone vraiment de support qu'il va falloir tenir. Et on pourrait repartir sur Pernod Ricard. Maintenant on est sur la zone. Il faudrait déjà repasser encore ce canal baissier, clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 et essayer de retourner là-haut. Ça serait déjà pas mal. On verra pour les personnes intéressées, vraiment pour acheter sur Pernod Ricard, sur le support, pourquoi pas. Si lundi on a une petite bougie verte qui clôture au-dessus de la bougie de vendredi, pourquoi pas tenter avec un stop assez serré. Objectif, on va dire final, là-haut, ça fait un très bon risque-récompense, mais on est toujours sur la baisse et pour le moment il n'y a pas vraiment de signal d'un retour des acheteurs. Même sur la bougie de vendredi, elle n'est pas belle du tout. On a la veille une grosse bougie rouge, on a un CAC 40 qui s'est plutôt tenu vendredi, donc ça pouvait emmener peut-être des acheteurs sur Pernod Ricard, et on a Pernod Ricard qui fait moins 0,20, pas de volatilité, rien du tout. Donc ça sent peut-être pas très bon pour la semaine prochaine. On verra bien, je suis dedans. On verra bien comment je vais m'en sortir aussi. Et on fera un point le week-end prochain. Et sur Twitter si j'encaisse ma perte. Après, au niveau du prochain support, peut-être à 82. Mais voilà, Pernod Ricard, je savais que techniquement c'était baissier. J'espérais un rebond un peu plus haut au niveau de Pernod Ricard. Mais voilà, c'est très baissier. C'est toujours plus compliqué de entre guillemets réussir un trade dans une tendance baissière. Après, les gains peuvent être meilleurs dans une tendance baissière parce que si on a un retournement de tendance, alors là c'est excellent, mais voilà, statistiquement c'est plus compliqué au niveau des tendances baissières. On continue avec Thermador. Thermador, ça ne bouge plus trop. Voilà, cette semaine, pareil, on est sur mon PRU. On est entre le support des 67,30, la résistance des 71, et on ne bouge plus trop. Donc, je ne touche à rien. On voit clairement que la résistance, c'est la moyenne mobile 200 journalière, soit vers les 71. Que le support, dès qu'on vient vers les 67,30, pour le moment, on fait des mèches basses, etc. Le RSI est très très neutre. Donc, rien à signaler, rien à faire de particulier sur Thermador. Si vous voulez tenter, on peut se mettre un stop par ici. On a le gap haussier qui est intéressant, un peu plus court, et puis aller chercher là-haut, risque récompense d'un 86. Voilà, pourquoi pas, c'est très neutre. Est-ce qu'on est sur une phase, après elle est plutôt bien construite, on avait bien
bien monté, une petite phase avec le gap haussier pour nous faire la deuxième impulsion. Là, j'aimais bien cette petite phase, mais sur 3 jours, j'avais tenté, j'ai racheté du Thermador vers les 71 parce que je pensais vraiment qu'on allait casser, sauf que malheureusement, moyenne mobile 200 en résistance dynamique, on est reparti par le bas. Donc on suit, on verra bien, on est vraiment sur la phase de aussi congestion latéralement, latéralisation, voire en 4 heures, ça ne bouge plus trop. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine sur Thermador et on fera un point le week-end prochain. On continue avec le grand plutôt une belle semaine, on est toujours au-dessus de ce support oblique haussier qui est un peu aussi mon premier signal de pourquoi pas encaisser et on voit que ça tient bien et que cette semaine si on gomme aussi un peu le gap baissier, le gap du dividende pardon, et on n'est pas loin des records sur le grand. Donc on accompagne, j'ai une position sur le grand PRU 102 euros. On est sur presque 9% de gain. Donc on verra. Voilà, j'aurais aimé me renforcer, mais est-ce que renforcer ici avec le grand qui est sur des sommets historiques, ça me laisse perplexe pour aller encore plus haut. Alors elle pourrait aller à 116 si on prend ici et qu'on suit un peu ce support et qu'on va à 116, voilà, ça fait encore, ça me ferait monter mon PRU là, mais on pourrait aussi y retourner. On verra après, techniquement c'est plutôt pas mal, mais on est quand même en dessous d'une grosse résistance vers les 111. Donc affaire à suivre, moyenne mobile 10, 20, 50, 200, on voit que la 10 et la 20 sont au même endroit, que la 50 et la 200 sont aussi au même endroit. On va suivre. On est un peu bloqué sous la résistance au niveau de Legrand. Pour les personnes intéressées, soit il y a le scénario de force et comme je l'ai dit, on pourrait aller à 116, soit on a un repli plus prononcé et qu'on revient vers cette zone de gap haussier, moyenne mobile, vers les 102 au Camon PRU. Et là, ça serait peut-être intéressant. On a même un support oblique haussier plutôt de long terme. Affaire à suivre, je suis dans le train et on fera un point le week-end prochain. On continue avec Kering. Kering, elle ne bouge pas trop. C'est assez difficile quand même. Le secteur du luxe depuis des semaines. On voit LVMH aussi, ça patine. Hermès, c'est pas top. Et Kering, on tient encore. Hein. Vous voyez, cette zone des 172, on tient, mais c'est très très faible. Il n'y a pas vraiment d'acheteurs qui se présentent sur la zone. On voit mercredi, on fait une belle bougie, mais 2 jours plus tard, on revient au même endroit. Toutes les moyennes mobiles 10, 20, 50 sont au même endroit. Pour le moment, j'ai qu'une position et moins value l'attente de 3%, donc je ne fais pas, je ne touche à rien. J'aimerais aussi peut-être me renforcer pour aller à 191. Alors là, on est sur une zone bien évidemment plutôt intéressante pour jouer un retour là-haut, parce que le risque récompense est assez intéressant, 3%, mais c'est un peu comme Pernod Ricard, la tendance de fond, elle est très baissière sur Kering. Voilà. C'est très très baissière. Ce que j'aimerais, c'est retourner là-haut, par ici, sur ce gros canal baissier en hebdo, parce qu'elle a déjà des rebonds. Forte baisse, beau rebond, forte baisse, beau rebond, forte baisse et revenir par là. C'est un peu mon objectif de ce trade court terme. Pour le moment, c'est pas trop ce qui se passe sur Kering. Donc on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. On voit que ça ne bouge plus depuis quelques jours au niveau de Kering. RSI très neutre depuis même quelques semaines. Point positif, c'est que ça tient. Point négatif, c'est que il n'y a même pas vraiment de vrai rebond technique sur Kering. On continue avec Excel. Donc Excel, très beau, très belle performance en cours. Ma stratégie, c'était assez simple. En hebdomadaire, on était sur une très très belle zone de support vers les 34. Vous voyez le support de septembre 2022, d'octobre 2020, etc. Donc c'est aussi très très cyclique. On peut faire des belles envolées comme des belles baisses. Donc c'était première chose de prendre position, se dire si on casse les 34, on s'en va. Surtout que c'est une société, mais une petite société avec très peu de flottants, donc très peu liquide.
Donc ça peut aller très vite à la baisse et à la hausse, et c'est ce qui s'est passé, ça a été très vite à la hausse, des fonds sont rentrés, donc ça fait décaler les cours, donc c'est très positif. Dommage que je n'ai pas réussi à en reprendre maintenant, c'est pareil, je pense qu'on est peut-être arrivé au premier, on va dire, mouvement. On est sur une très belle hausse de 23%. Premier mouvement, alors maintenant la question que je me pose, c'est est-ce que je vais encaisser et prendre mes gains, mais elle peut bien évidemment aller plus haut. Est-ce que j'attends une sorte de pullback, sauf que le pullback, où est-ce qu'il pourrait aller? Peut-être ici, se mettre cette zone, se dire sur Excel, si on revient un peu, respirer, moyenne mobile 10, peut-être, pourquoi pas recharger, mais bon, peut-être qu'elle pourrait aller rapidement ici. Ça c'est comme l'élastique, quand on commence à aller fortement, on peut très bien, comme il s'est passé un peu avec pas mal d'actions à l'inverse, hein. On a fait des V comme ça, on a été très vite à la baisse, très vite à la hausse, on peut très bien faire la même chose dans l'autre sens, donc il faut être très attentif. Pour le moment ça se passe plutôt bien, au niveau des volumes, c'est plutôt intéressant, pas d'affolement, voilà, c'était ça qui était très intéressant cette phase de range, très très peu de volume, et puis après on voit ici, il y a eu des résultats bien accueillis, et puis après les volumes ont bien augmenté, très fort volume lundi, positif, baisse des volumes, et ce qui est intéressant aussi des fois quand on a des très forts volumes, c'est entre guillemets la fin, et on voit que ça a continué encore, donc voilà, c'est plutôt très beau techniquement, 10, 20, 50, attention, on voit la 200 déjà, mes shots, etc., et on voit que la 200 depuis le passage en dessous du 9 juillet, elle est en résistance. Donc on va la suivre. On verra bien à la suite au niveau d'Excel. Pour le moment, très content. Bravo si il y a des personnes qui m'ont suivi un peu là-dedans. Peut-être même sur passage de croisement M10, peut-être sur le passage de la résistance des 35,30 €. Ça fait quand même une très belle performance en très peu de temps. Donc c'est très bénéfique. Maintenant, attention, pas vendu, donc pas encore encaissé. Donc on ne sait pas, on pourrait peut-être après fortement baisser. Donc on va suivre ça ensemble. Et on va finir avec Neuron. Neuron, c'est dernière en date, ce trade qui a commencé le 28 mai. Voilà, on est sous la forme de sorte de triangle. On a très clairement la résistance oblique baissière. On voit très bien la zone des 47,55 avec la bougie rouge du 3 juin là. Et on voit, ça vivote. On est tous les cours sont entremêlés avec les moyennes mobiles qui 10, 20, 50. On a la 200 qui est plutôt en support dynamique avec le support oblique ici. Donc c'est le début du trade, donc je fais rien, j'attends, je patiente pour voir la suite. Est-ce qu'on va casser cette oblique baissière comme ça? Ça serait très intéressant pour aller plus haut. Est-ce qu'on va revenir encore ici et on verra ce qui va se passer. Voilà, affaire à suivre. Si vous êtes intéressé par ce trade, peut-être attendre peut-être plus bas. Parce que ma stratégie, c'était un peu passage ici, jouer un peu la moyenne mobile 200, mon PRE à 46,53. Si on revenait par ici, pourquoi pas. On reviendrait sur ce support et avoir une stratégie peut-être comme ça. Pour aller ici 2 avec mais il faudra passer aussi l'oblique baissière et puis aller là-haut. Très bon risque récompense sur Neuron. Voilà au niveau de ce tour complet technique de mes trades court terme toujours en portefeuille. On verra la semaine prochaine ce que ça va donner sur le marché. S'il se passe des choses, comme d'habitude, je vous partagerai tout ça sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre, le lien est dans la description. Et on fera un point, bien évidemment, complet le week-end prochain. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, en commençant avec L'Oréal. L'Oréal, je vous en ai parlé déjà le week-end dernier. Donc L'Oréal, on a déclenché ce biseau avec cette belle bougie du mercredi dernier. Est-ce qu'on a eu des volumes là? Non, rien d'exceptionnel. J'ai mis une petite moyenne mobile. La moyenne mobile que j'ai mis sur les volumes, c'est la moyenne des volumes des 40 derniers jours, donc des 2 derniers mois sur les actions. On voit L'Oréal, c'est plutôt des faibles volumes ces derniers jours. Rien d'inquiétant, mais on a déclenché ce biseau. Ce que j'attends personnellement sur L'Oréal, c'est peut-être revenir un peu plus bas et pourquoi pas tenter quelque chose
peu près comme ça. Et puis plus si on casse les 393, voilà, ça ferait un risque à peu près 1,5. Et puis après, on verra, on construit comme d'habitude. On construit, on peut aller là et puis aller plus haut. Elle est plutôt bien orientée quand même, L'Oréal. On voit, elle est bien au-dessus de la moyenne mobile 200. On a la 50 qui est haussière. On a les cours qui sont au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc c'est plutôt pas mal. On a déclenché ce petit biseau. On avait cette zone un peu de support 366, 373 horizontal, toutes ces zones de polarité, on est au-dessus. Donc voilà, donc à suivre la semaine prochaine. S'il se passe des choses, on en reparlera peut-être le week-end prochain et peut-être que je vais rentrer des positions de L'Oréal si j'en ai l'occasion la semaine prochaine. On continue avec Jacquet Metal. Donc Jacquet Metal, c'est une petite société. On va la mettre quand même en hebdo pour voir. Voilà, donc Jacquet Metal, c'est assez volatile. C'est une petite société. C'est voilà, on était à combien? Les records en 2007, c'était à 127. Et là, elle est à 21. Voilà, donc ce que je regarde sur Jacquet Metal, bon, c'est un peu comme Excel, même si c'est pas la même. Pas le même secteur, etc. Mais c'est pour jouer un trade sur une configuration. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait un vrai pullback d'école. Et pour être honnête avec vous, j'ai essayé de rentrer vendredi sur Jacquet Metal, mais il n'y a pas eu de pullback sur la journée. Comme j'aime bien attendre un peu la fin de journée, j'avais mis un ordre d'achat, donc l'après-midi, ici à 21,85, sauf qu'on a clôturé à 21,90. Donc voilà, on est sur la phase. Je vais suivre de près parce qu'on pourrait aller déjà aller chercher là-haut. On voit la résistance et ça serait peut-être une stratégie comme celle-ci, aller là-haut à 1,71. Et puis bon, après on a bien évidemment deux zones après bien plus hautes, 23, etc. Et on pourrait accompagner. Et ce qui est intéressant sur la construction technique avec Jacquet Metal, c'est que ça construit plutôt bien avec une sorte de support oblique haussier. Et là, pullback, on pourrait aussi zigzaguer. J'avais envie de vous la partager. C'est une petite société, peut-être que des gens ne connaissent pas. Techniquement, c'est très propre. On a fait un pullback, mèche basse jeudi, reprise vendredi. Au niveau des volumes, rien, même des faibles volumes. Donc, je vais vous la faire suivre la semaine prochaine sur Twitter. Si je prends des positions, on en reparlera le week-end prochain. RSI, c'est pareil, pullback sur les 50. C'est un peu comme ici. Hop, hop, on repart, hop. Et on va peut-être aller plus haut et on fera peut-être ça, etc. Construction très belle au niveau de Jacquet Metal. Et on va finir avec Arkema. Donc Arkema, je vous en ai parlé cette semaine dans ma vidéo hebdo. Et Arkema, on arrive vraiment sur une zone de support presque critique. Parce que si ça tient pas, on va regarder rapidement. Voilà, on est sur cette zone. Si ça tient pas, après on est là-dedans. On est dans des zones de 2020 avec comme vous le connaissez, la crise du Covid avec une énorme volatilité. Mais c'est pas top. Alors comme stratégie vraiment sur Arkema, c'est jouer le rebond, jouer le support, donc avoir un stop assez court et voir vraiment essayer à peu près, soit vous êtes comme ça, peut-être un stop par ici, parce qu'on voit, des fois il y a des mèches basses, donc il faut faire attention, et puis jouer un retour là-haut. Et après, évidemment, on pourrait, pour le moment, on en est très très loin, mais jouer le double top. Mais bon, là, ça serait vrai. Si Arkema nous fait un double top dans les prochaines semaines, de prendre position maintenant, alors là, le PRU est excellent parce que je vous rappelle que pour déclencher le double top, il faut casser la ligne de coup qui se présente ici et avoir à peu près comme objectif par ici. Donc voilà, ça nous ferait un risque récompense de plus de 6, aller chercher 31% pour 5% de perte. Alors bien évidemment, c'est presque de la science-fiction à cet instant où on en est, parce que là, on est au bord un peu du précipice. On voit même que cette semaine, que le CAC 40 tient et tout, et Arkema, il n'y a rien. Si on se met en bougie Ekenashi, on voit c'est très clair. On voit c'est des bougies rouges, que pour le moment, il n'y a rien du tout. Alors, on va attendre. Je vais surveiller ce premier signal qui serait
plutôt positive. C'est déjà une bougie qui clôture au-dessus des plus hauts de la veille parce que on n'a jamais eu une bougie qui a clôturé plus haut que les plus hauts de la veille. Donc par exemple, se dire si ici, ça serait déjà un premier signal plutôt encourageant en clôture ou la moyenne mobile 10 par ici. Alors bon, le risque est plus à 5%, mais à presque 9%. Mais bon, après, c'est à voir. Je sais qu'il y en a qui aiment bien payer vraiment sur presque des épuisettes avec se dire, si Arkema tombe à 58,80, je prends, mais elle peut encore continuer bien plus basse. Ou attendre une première toute petite confirmation que ça commence peut-être à revenir sur le titre. Donc voilà, je suis curieux de voir comment ça va se passer cette semaine sur Arkema. C'est pour ça que je vous la présente et je vais aussi vous la faire suivre. Donc on verra, c'est très dégradé. Moyenne mobile 10, 20, 50, 200, tout orienté à la baisse. Le RSI est même pas encore en zone de survente. Donc on peut bien évidemment encore aller bien plus bas sur Arkema. Donc merci à tous d'avoir aussi cette vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!